mes premiers souvenirs sont dans une maison qui a été démolie maintenant, tout près du sémaphore, voyez-vous, tout près d'ici. Et puis après, ma mère avait pris un appartement place Constantine. Et vous alliez donc à l'école? Oui, à Sainte-Croix. À Sainte-Croix. À Sainte-Croix. Et là, vous en aviez des bons souvenirs? C'était Mon Dieu, une oui. période heureuse, Sauf du premier jour, parce que maman nous instruisait pendant longtemps. Et le premier jour de classe aussi, le premier jour de classe, je me souviens, je suis arrivée là avec, j'avais une ardoise neuve, un chiffon pour essuyer mon ardoise, et je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et je m'essuyais avec le chiffon. Parce que c'était angoissant, vous aviez quel âge? Ben, je ne devais pas être tellement jeune, parce que oui, maman s'était occupée de nous pendant toute la guerre. Ah, oui. Pendant toute la guerre où nous allions l'hiver à Montluçon chez mes grands-parents et nous venions l'été ici. D'accord. Voilà, bon, le premier souvenir de classe un peu barbouillé. Et puis après ça, ben non, j'étais à la Légion d'honneur. D'accord, vous êtes partie à l'école à la Légion d'honneur. Oui, c'est ça. Alors ben, j'avais 12 ans à ce moment-là. D'accord. J'avais 12 ans, de 12 à 18 ans, j'étais à la Légion d'honneur. Où ça? Oui, c'était vraiment très, 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 très serré. C'était dans quelle ville, hein? C'était à Saint-Denis et à Écouen, c'était près de Paris. Mais maintenant, je crois que ça s'est beaucoup libéralisé. Oui. Mais à ce moment-là, vous savez, on nous apprenait le devoir et le sacrifice, et puis c'était tout. Le devoir et le sacrifice. Devoir et le sacrifice. D'accord, donc c'était des leçons de morale, c'était... Oui, c'est ça, c'était des leçons de morale, c'était ce qu'on devait faire tous les jours. C'était, on ne riait jamais, on s'amusait jamais. Oui, c'était sérieux. Mais on survit à tout ça, oui. Vous voyez. Oui, la preuve. Comme fille d'officier orpheline, nous avions droit à aller là-bas. On formait des jeunes filles de bonne famille, en fait. Voilà. Il ne s'agissait pas de faire des bêtises. Pas de bêtises, d'accord. Je pensais faire des études et je n'avais pas vraiment commencé des... D'accord. J'ai fait 3 mois de faculté. D'accord. Je m'étais inscrite en histoire naturelle. D'accord. En histoire naturelle. J'ai été chef-tête de Louveteau et j'ai gardé cette pensée, faire de son mieux, mieux, mieux. Et puis voilà. D'accord, donner le maximum. Ça ne va pas très loin. Vous me direz comme idéal et comme tout, enfin... Oui, mais c'est déjà bien. C'est déjà pas mal de faire de son mieux. Le sens de l'effort. Le sens de l'effort, oui. Ça, c'est la Légion d'honneur encore. Mais c'est une bonne... Comme quoi, ça vous a bien marqué. Ah oui, ah, sapristi, vous savez. De ce temps-là, on était marqués. Je pense que maintenant qu'elles ont des chemises de nuit, qu'elles ont à fleurs, vous imaginez ça? Vous aviez quoi, vous? Nous avions des... Qu'est-ce que nous avions comme chemise de nuit? C'était sûrement en gros coton blanc. Oui. Je ne me souviens même plus. Je sais que nous avions des chemises de jour avec des manches jusque-là, décolletées comme ça avec un petit lacet qu'on fermait. C'était nos chemises de jour. Oh non. Oui, vous aviez été menée à la baguette. Hein. Oui, absolument. Absolument. Mais ça vous a donné peut-être aussi une rigueur pour la vie. Forcément, forcément. Le corps de mon père n'a jamais été retrouvé. Ce qui fait que ma mère, pendant toute la guerre, l'a attendu contre toute espérance. À ce moment-là, les veuves portaient un grand voile de deuil jusqu'aux pieds, étaient habillées de noir, et au bout de 2 ans, elles avaient le droit à un petit filet blanc ici au cou. Et alors ma pauvre mère a vécu ça pendant tout le temps, jusqu'au moment où il s'est résigné, où il a dit « je ne le retrouverai jamais, il est certainement, sûrement mort, on espérait qu'il était prisonnier, on espérait quelque chose ». Je me souviens, ça c'est un souvenir précis, du retour du 47e, donc du régiment du 47e, dans Saint-Malo et dans Saint-Servant, en grande pompe, en grande gloire, en grande joie, et maman avec ses grands voiles, regardant, espérant, contre toute espérance. Et ma petite sœur,
Je rejetais des fleurs tant qu'on pouvait. On avait, vous savez, comme dans les processions, on jetait des fleurs. Et je vois encore ma petite sœur qui avait donné toutes les fleurs de son panier et allait en chercher presque près des roues et des chevaux, etc. Je vois encore la peur que nous avons eue. Bon. Auprès de maman, il n'y avait aucune joie. Aucune joie, même après quelques années de... Elle est restée veuve? Elle est restée veuve, oui, oui. Oui, ben, vous savez, à ce moment-là, tous les hommes étaient morts pour se remarier. Hein, pour se remarier, il aurait fallu d'autres hommes. Les 3/4 des hommes, la moitié des hommes étaient morts à la guerre. C'était pas possible que, n'ayant pas eu de bonheur, elle soit épanouie. Elle a eu un autre gros malheur, c'est que ma petite sœur est morte. Elle est morte à 17 ans. Alors, oui, vous savez, à ce moment-là, les jeunes mouraient de tuberculose galopante. Elle a été prise en pension à Saint-Denis, je la vois encore, sans dire, je la vois encore dans son dernier jour où qu'elle allait partir. Elle n'était pas couchée, mais on savait qu'elle était malade. Et je la vois encore sur le perron à Saint-Denis me disant au revoir, à bientôt. Et 15 jours après, elle était décédée. Ah oui, alors pour maman, vous savez, oui. ça faisait... Oui, ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup. Oui. Ça faisait beaucoup. Après ça, alors il y a l'épisode de la guerre de 40. Nous étions à Paris et j'avais 3 enfants. Mais alors, au moment de la déclaration de guerre, vous vous souvenez ou vous vous souvenez pas, vous êtes trop jeune. Mais peut-être que... Il y a eu une déclaration de guerre vers le mois de août-septembre. Les Allemands sont restés sans bouger pendant tout l'hiver et n'ont démarré qu'au mois de juin. Ce qui faisait qu'on avait pris, je ne dirais pas des dispositions, mais enfin un peu au début, puis le temps passant, bon, on n'y croyait plus. Et les Allemands ont déboulé alors brusquement au mois de juin. Si bien que nous étions venus pendant une partie de l'hiver ici, j'étais retournée à Paris. Je me trouvais à Paris avec une de mes filles, et ma mère et les 2 autres étaient ici. Ma fille avait eu quelque chose qui ressemblait à une typhoïde, enfin ça n'avait jamais été élucidé, parce que justement tout commençait à bouger, les analyses et tout, aussi bien que les médecins, aussi bien que tout. Mon beau-père était mort à ce moment-là, et son tombeau était à Foix. Il avait fallu que mon mari trouve un wagon pour le transporter en pleine guerre. Voilà. C'était quand les Allemands nous ont envahis. D'accord, donc c'était au début de la guerre. C'était le début de la guerre. En 40 ou quelque chose. C'est ça, c'est ça. Enfin, il avait trouvé le wagon. Nous avions, ma petite fille et moi, nous n'avions pas de voiture à ce moment-là. Et alors nous étions allés avec des amis, ils nous ont transportés jusqu'en Normandie. En Normandie, on nous a mis dans une clinique, parce que ma petite fille était malade. On nous a mis dans une clinique, et puis de cette clinique, on a pris la fille dans les bras et pris un chemin de fer pour se rapprocher d'ici. C'était toujours par étapes, parce qu'on ne savait jamais si on arriverait, ni quand on arriverait, ni... Enfin, nous avons fini par arriver ici, nous disant, nous sommes au port. Ah, nous sommes au port. Les Allemands continuant à arriver, nous avons dit, il faut nous sauver. Tout le monde se sauvait, avec les voitures, avec des matelas dessus, etc., etc. Les voitures absolument écrasées, maintenant qu'on fait attention qu'il n'y ait pas 3 enfants, plutôt 4. Oui. Ça, ces voitures sont peut-être moins solides qu'à ce moment-là, d'ailleurs. Et alors, nous avons fait un peu un tour de France, parce qu'il s'agissait de partir d'ici, et de rejoindre une propriété de mon beau-père dans les Pyrénées. Alors, nous sommes passés par Nantes, où nous avons une amie qui nous a conduite jusqu'à Nantes, parce qu'elle est à Nantes, elle. Puis à Nantes, on a pris un train, comme on a pris le train, avec une seule grosse valise, la petite fille qui était malade, qui était plus ou moins dans les bras, les 2 petits
Ben, il fallait bien qu'il marche. Puis, on s'arrêtait dans les gares des heures sans savoir si on repartirait. Nous sommes arrivés en surprise, en somme à foi, parce qu'il n'y avait pas de télégramme, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas toutes ces choses qui existent maintenant. Mais enfin, ça n'existait pas ou ça n'existait plus. C'était pas courant. C'est énorme, tout le progrès qui a été fait en quelques années. Hein. C'est fou. Enfin, quand même. Et nous sommes arrivés alors à Foix, où ma belle-sœur, qui s'était engagée dans la Croix-Rouge pour faire quelque chose, nous a trouvés dans le train. D'accord, hein. Par hasard. Alors donc, elle nous a amenés à la propriété. Il y avait beaucoup d'autres personnes, d'autres amis qui étaient venus. Et le soir, nous partagions les tartes en 17 parts. Heureusement qu'il y avait des ingénieurs pour nous faire les calculs. Enfin, au bout de pas très longtemps, on est resté comme ça, assez longtemps, quelques semaines, parce que ça s'est terminé en août à peu près. On est rentré sur Paris, quelques mois après, pas tellement longtemps. Mais ici, cette maison qui a été achetée par mon grand-père et qui appartenait à maman, cette maison était prise par des réfugiés. Quand nous étions partis d'ici, il y avait des réfugiés venus du Nord qui avaient été bien contents de trouver une maison. Puis on laissait tout. Des résistants? Des réfugiés, pardon? Des résistants? Ah non, des réfugiés d'une famille, toute une famille qui avait fui du Nord, comme nous fuyions d'ici pour aller plus loin. D'accord. La France entière était en mouvement. Quand nous sommes remontés à Paris, tout était tranquille. Nous habitions un quartier en face de l'école militaire. C'était un quartier calme, plein d'Allemands, bien sûr, plein de... L'école militaire, les invalides, tout ça avait été pris par les Allemands. Et dans les maisons autour, la première année, il n'y a pas eu d'Allemands, ce qui fait qu'on a grelotté de froid. Et les autres années, nous avions, à l'étage au-dessus et l'étage au-dessous, il y avait des officiers allemands qui forcément étaient bien chauffés. Ce qui faisait que nous étions bien chauffés. Bien chauffés. Il y avait des avantages. Il y avait une bonne cohabitation. Ah, cohabitation, non. Ah non, quand même pas. Ah non, pas de cohabitation. Nous les laissons se chauffer. Nous profitions de leur chauffage, mais... Et ça s'arrêtait là. Ah non, ah non. Ah bon. Alors quand il fallait se lever pendant la guerre pour faire des queues pour la nourriture, etc., ben je me levais à 5 h du matin, j'allais faire la queue. Je me lever le matin, ça a toujours été pénible pour moi. Mais le soir, je pouvais me coucher à 2 h du matin, ça ne me gênait pas du tout. Et alors là, je faisais des choses. Donc c'est un épisode de votre vie que vous avez passé finalement assez sereinement. Assez sereinement. Oui, assez sereinement. À Saint-Malo, par contre, vous avez vu des ah bien, à Saint-Malo, la maison, après avoir été prise par des réfugiés, eh bien, ici, c'est devenu zone interdite. Saint-Malo est devenu zone interdite, donc c'était uniquement aux mains des Allemands. Mais alors, maman n'y est pas retournée, elle est restée avec nous. Et la maison a été occupée, Dieu seul sait par qui. Par des Allemands, par des Français. Bon. Quand on l'a reprise à la fin de la guerre, ben... Il n'y avait plus rien? Non, il y avait encore des choses, il y avait des meubles intransportables. Par contre, mon grand-père avait des appareils photographiques, des objectifs, tout ça était parti. Je ne sais pas ce qui restait, mais il restait quelque chose. On est reparti là-dedans. D'accord.